La course pour décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer de nouvelles violations des droits humains, estime Amnesty International dans l'un de ses rapports. Cette ONG internationale fustige l'atteinte aux droits de l'homme dans l'activité minière industrielle. Et puis, vous les avez certainement vus, ces vidéos des prisonniers de l'affaire kidnapping à Kinshasa, citant des noms des autorités qui seraient impliquées et sont encore libres. Les spécialistes des droits parlent de la défaillance des responsables pénitentiaires qui est à la base de ce fait de diffusion des vidéos à partir des cellules. Et puis à l'international, le bilan du séisme au Maroc ne cesse de s'alourdir, allant jusqu'à plus de 2500 décès. Les recherches sont actuellement accélérées par les secouristes. Le gouvernement du Rabat a accepté officiellement l'aide de 4 pays. C'est la grande édition sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'expansion des mines industrielles de cobalt et de cuivre en RDC a entraîné l'expulsion forcée des populations entières et d'autres graves atteintes aux droits humains, notamment des agressions sexuelles, des incendies volontaires et des violences. C'est ce que dit un rapport d'Amnesty International. Dans un monde engagé dans la transition énergétique, dont la RDC est une plaque tournante, du fait de ces minéraux, Amnesty International estime que la course pour décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer de nouvelles violations des droits humains. Suivez. Dans son rapport intitulé « Alimenter le changement ou le statu quo », Amnesty International et l'Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains affirment que la course à l'expansion des opérations minières d'entreprises multinationales a entraîné l'expulsion forcée des populations de leurs habitations et de leurs champs. Les expulsions forcées menées lorsque les entreprises cherchent à agrandir des mines industrielles de cuivre et cobalt détruisent des vies et doivent cesser immédiatement, a déclaré Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty International. L'ONG internationale qui a mené des entretiens avec plus de 130 personnes concernées par 6 projets miniers dans la ville de Kolwezi plaide pour une justice dans la transition énergétique pour mettre fin à la dépendance des énergies fossiles. La population de la RDC a subi une exploitation considérable et de graves atteintes aux droits humains pendant la période coloniale et post-coloniale et ces droits continuent d'être sacrifiés alors que les richesses qui l'entourent lui sont confisquées, peut-on lire dans le rapport. Depuis 2015 à ce jour, plusieurs personnes ont été expulsées de leurs maisons et champs sans indemnité adéquate, dénonce l'ONG qui exhorte les autorités congolaises à mettre fin immédiatement aux expulsions forcées, à créer une commission d'enquête impartiale et à renforcer et faire appliquer les lois nationales relatives aux activités minières et aux expulsions conformément aux normes internationales relatives aux droits humains. Et puis, un incendie s'est déclaré ce samedi 9 septembre au village Maluku, non loin de l'université de Kinshasa, où vivent aussi les étudiants de cet alma mater. En tout, 12 logements sont partis en feu et tous les biens des étudiants sont transformés en cendres. Conséquence, 35 étudiants, dont 20 de sexe féminin, vivent dans une église sans habits ni même un papier duplicateur, dans des conditions indescriptibles. Octave Nkambe est parmi les étudiants victimes de cet incendie. Suivez. Le samedi vers 22h, on était tous en chambre en train de préparer nos cours comme d'habitude. Il y a eu de l'incendie qui s'est déclenché. Alors, moi, particulièrement, j'étais endormi. En fait, sous émotion, sous intention de l'incendie, j'ai eu des difficultés à voir la sortie de ma porte. Alors, ce sont les secours, les gens qui sont arrivés en premier lieu, qui ont percé ma porte pour me faire sortir. En tout cas, jusqu'alors, on ne sait pas. Mais souvent, le village a un problème d'installation. Il y a souvent les incendies qui se répètent plutôt dans ces villes à cause de l'installation des ingénieurs de Maluku. Donc, les dégâts étaient néfastes parce que il y a 12 chambres des étudiants incendiées et puis toutes les 12 chambres, on a réussi à rien faire sortir. Ça, c'est d'abord ce qui est déplorable parce que nous vivons, le village Maluku est un village qui est construit par des planches et des tôles. Donc, dans ces cas, il n'y a pas eu moyen qu'on puisse sortir mes fils qu'une aiguille de nos chambres. Donc, tout un bloc a été incendié et puis nous avons juste sauvé nos vies. Problème matériel, je crois. En fait, nous sommes toujours au village Maluku, ici l'église.
appelée Armée d'Italie qui est construite au village Maluko. Alors, on n'a nulle part où aller en tant qu'étudiant. Les 35 personnes victimes, nous avons 20 femmes et puis 10 hommes. Alors, sur les 35 là, il y a des étudiants qui doivent défendre, etc. Mais nous sommes logés à l'église. Nous n'avons où aller, nous n'avons pas d'abri, nous sommes à l'église temporairement. Oui, nous demandons à nos autorités de nous venir en aide. De nous venir en aide dans le sens que nous sommes étudiants, nous devons continuer avec notre cursus académique. Et puis nous demandons aux autorités de venir d'abord nous chercher de l'abri pour le moment. Et dans l'actualité, la ville de Lubumbashi va accueillir à partir de ce mardi la 12e session ordinaire de la commission mixte défense et sécurité RDC Zombie qui ira jusqu'au 15 septembre prochain. Ces assises importantes mettront ensemble des ministres de la sécurité et défense des deux pays. Une réunion des experts est également prévue dans le cadre de cette session ordinaire. Dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, tournée par un des détenus à la prison centrale de Makala sur l'affaire kidnapping à Kinshasa, accusant quelques autorités d'être impliquées à l'affaire, Alphonse Ntumba, juriste, parle de la défaillance des autorités pénitentiaires et ces dernières doivent des explications. Il est joint au téléphone ici par Patience Lokeke. Ça ne peut pas être possible, normal ou encore tolérable que les personnes en détention puissent communiquer librement avec les personnes qui sont en liberté. À mon humble avis, depuis la circulation des différents audios ou encore vidéos qui circulent, je me suis dit que l'administration pénitentiaire de notre prison centrale de Makala ou encore du centre de rééducation de Makala a failli parce que ça ne peut pas se comprendre que quelqu'un qui est en détention puisse avoir un téléphone portable. Il y a une réglementation en prison. Il n'est pas interdit de parler au téléphone en prison, mais il y a un numéro par lequel les gens qui sont en prison peuvent communiquer avec les gens qui sont dehors. C'est-à-dire, c'est un seul numéro ou une série de numéros qui sont rendus publics par lesquels les prisonniers peuvent appeler leur famille et vice-versa. Et cela à des heures fixées et par un horaire bien établi. Mais voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est la défaillance des autorités pénitentiaires. Par conséquent, ils doivent devoir explication et si cela n'est pas clair, ils peuvent être punis. Et puis dans l'actualité, sachez aussi que le journaliste Stani Boujakira est transféré au parquet près le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe ce lundi après 3 nuits passées en garde à vue. Il est reproché à ce journaliste de propagation des faux bruits et diffusion des fausses informations dans un article de Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dont l'assassinat de Chéribin Okende. Ce lundi matin, Jeune Afrique a demandé la libération de son correspondant saisi pour un article qui ne portait pas sa signature. Et puis, encadrement de la jeunesse à travers le sport dans le Haut-Katanga, c'est dans cette logique que les travaux de construction d'un complexe omnisport ont été lancés dans la ville frontalière de Kasumbalesa. C'est le gouverneur de cette province qui a donné le go de ces travaux. Suivez. À son arrivée dans cette ville frontalière, Jacques Aboula Kato a eu droit à un bain de foule impressionnant de la part de la population conduite par le maire de la ville André Kapampa, accompagné du député élu de Sakanya, l'honorable Belito Kitabanga et du chef traditionnel Kombo. C'était avant de saluer les notables et autres autorités militaires et policières sous les chants de la population et des membres des différents partis politiques. Jacques Aboula Kato sera par la suite escorté par ses concitoyens jusqu'au lieu où sera érigé le complexe omnisport de Kasumbalesa. Les responsables de l'entreprise chargée de l'exécution de travaux présenteront au gouverneur la maquette du complexe omnisport de 30 000 places assises et comportera 4 terrains pour les basketball, handball, volleyball et football. Le gouverneur Jacques Aboula Kato a posé la première pierre,
marquant le début de construction de cette infrastructure sportive. Ainsi donc, le troisième gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Katoué, un bon élève du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va doter la jeunesse de la troisième ville de la province cuprifère d'un complexe omnisport moderne, et ce, dans un avenir proche. Pour les 11 nationales, après leur qualification à la CAN Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire 2024, les joueurs convoqués pour le stage de septembre sont montés aujourd'hui à bord d'un vol affrété par le gouvernement congolais, destination Johannesburg en Afrique du Sud, où ils affronteront les Bafana Bafana en match amical. C'est 12 septembre 2023. Selon le sélectionneur national Sébastien Desabre, l'objectif de ce match amical international est de préparer les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde prévus en novembre 2023 contre la Mauritanie et le Soudan. Après leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis une prime conséquente présidentielle des qualifications aux joueurs des Léopards Football, en plus de la prime collective initialement prévue par le gouvernement de la République, cerise sur les gâteaux. Le chef de l'État leur a offert un dîner au palais présidentiel perché sur le mont Galema à Kinshasa. Des plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le dimanche 11 septembre, autour d'un dîner au palais présidentiel, l'équipe nationale de football au lendemain de leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. À cette occasion, le président de la République s'est engagé à s'impliquer personnellement pour que les léopards de la République démocratique du Congo ne manquent de rien dans les préparatifs de cette prochaine CAN. Le chef de l'État leur a promis une prime présidentielle conséquente, en plus de la prime initiale prévue par le gouvernement de la République. Écoutez les gars, bon, je crois que vous savez qu'il y avait un arrangement, un tableau qui était dressé pour vos primes, n'est-ce pas? En cas de qualification. Ben moi je vous dis, en plus de ces primes-là, il y aura encore une prime présidentielle. Concentré pour la suite. Il y a la Coupe d'Afrique. On doit faire honneur à la République. Vous avez une très très belle équipe. Elle est très séduisante dans le jeu. Il n'y a pas d'hésitation, c'est fluide, tout roule. Et ça doit continuer comme ça. On a le meilleur coach d'Afrique, si pas du monde. Donc tous les ingrédients sont réunis pour gagner cette Coupe d'Afrique et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Je compte sur vous. Je sais qu'on peut y aller. Nous sommes la République démocratique du Congo. La victoire de l'équipe nationale de la RDC sur un score de 2-0 a permis à notre 11 nationale d'être la première de son groupe avec 12 points, devant la Mauritanie qui en a décroché 10 et de se qualifier pour la 34e édition de la CAN qui sera aussi la 20e participation de la RDC à cette prestigieuse compétition continentale. A marqué après une énorme saison avec le Yanga. Mayele se révèle avec sa saison. 2 jours après cette prouesse des léopards, les supporters congolais ne sont pas encore descendus de leur nuage. Ils savourent encore le retour en force des 11 nationales à la plus grande compétition du football africain. Quelques supporters interrogés par Géopolis Télévision ont tenu à saluer les artisans de ce retour en force de l'équipe nationale congolaise. Ils en ont profité pour prodiguer quelques conseils au sélectionneur Sébastien Desabre. Ils sont au micro de Francine Moukeba et Giscard Tamba. Moi je crois que nous avons une bonne équipe, nous avons de bons joueurs et nous avons aussi un entraîneur sur lequel on doit faire confiance en fait. Comme match où tu as gagné 2-0, il y a un match où il s'allie que tout le monde a la compétence, toute la qualité des joueurs.
Donc c'est automatique qu'on travaille sur cette même équipe-là. Je crois qu'on peut donner un bon produit à la Coupe d'Afrique 2024. Donc tout ça, la confiance n'a pas joué en Abissopé dans l'entraîneur. Premièrement, tout d'abord, on a remercier l'entraîneur Nabiso parce que Azwaki Biso vraiment dans les néants. Et puis, dans l'échec dans le groupe, grâce à lui, dans le système de jeu, la tactique de jeu, ma première poule. Alors, ce que je peux dire, toujours que non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Vraiment, ce qu'il a regardé au Satur et Kozalamala au Mingi pour le mois de janvier. Je suis d'abord très ravi, j'étais très joyeux ces jours-là. Et puis, les Léopards, c'est notre équipe nationale qui date de longtemps. Et puis tout le monde était content, voire même, je ne peux pas citer les noms, mais tout le monde était joyeux ces jours-là. Et puis nous demandons à ce qu'on puisse appuyer les Léopards. Moi personnellement, j'appuie les Léopards en âme et conscience. Que tous les Congolais puissent se mettre d'accord pour soutenir notre équipe nationale. Et l'entraîneur, normalement, il doit tout d'abord faire tous les coachings, le meilleur coaching pour que nos joueurs puissent aller de l'avant. Même ceux qui n'étaient pas là. Et puis par rapport à son idéologie, tout le monde doit toujours s'adhérer pour que notre équipe puisse faire les meilleures choses. Voilà, vous informer, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place maintenant à la page internationale. Les secouristes ont accéléré les recherches au Maroc pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres de villages rasés par un puissant séisme qui a fait plus de 2500 morts au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech. Pour épauler ces équipes, le Maroc a annoncé avoir accepté l'aide de 4 pays. Le pays essaye de se mettre en marche dans une grande résilience. Suivez. Plus de 48 heures après le séisme qui a eu lieu au Maroc, les secours s'activent. Une course contre la montre pour trouver des survivants dans les décombres. Le bilan, revu à la hausse, fait désormais état de 2122 morts et 2421 blessés. Certaines zones restent difficiles d'accès, notamment près de l'épicentre, dans des villes situées au sud de Marrakech. Dans leurs efforts, les secouristes marocains sont appuyés par des équipes étrangères. De nombreux pays, de la France aux États-Unis en passant par Israël, avaient proposé leur aide au Maroc. Mais pour l'instant, Rabat a accepté des équipes de recherche et de sauvetage de 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Madrid a par exemple envoyé 86 secouristes, accompagnés de chiens spécialisés dans la recherche de victimes. On était en Turquie, on aide partout dans le monde, quelle que soit la distance. Compte tenu de notre proximité avec le Maroc et des relations étroites que nous entretenons avec ce pays, nous devions intervenir. À Marrakech, par peur des répliques sismiques, de nombreux habitants ont choisi de dormir dehors. Malgré l'ampleur de ce tremblement de terre, le Royaume n'a pas officiellement lancé d'appel à l'aide internationale. Ce séisme est le plus meurtrier que le Maroc ait connu depuis le tremblement de terre qui avait détruit Agadir en février 1960. Près de 15 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, y avaient péri. Dans l'ambition de matérialiser l'engagement du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à faire de l'innovation le moteur de développement du numérique, de l'entrepreneuriat et de la compétitivité des entreprises en Mauritanie, le projet de loi Startup ACT Mauritanie vient d'être approuvé par le Parlement. Ce projet vise notamment à créer des conditions pour la création et la promotion des startups en Mauritanie. Le 7 septembre 2023, le gouvernement mauritanien a approuvé le projet de loi Startup Act Mauritanie, s'inscrivant dans la stratégie globale de la République islamique de Mauritanie pour le développement de l'économie numérique et de l'innovation. Ce projet de loi a pour objectif de définir un cadre juridique et institutionnel incitatif pour la création et le développement des startups en Mauritanie. La faiblesse majeure des économies africaines, c'est la partie de l'économie informelle. Et très malheureusement, pendant très longtemps, les pays africains n'ont pas été en mesure de pouvoir les formaliser, encore moins de leur donner l'opportunité de se financer et se moderniser. Ça fait plus de 60 ans et dans beaucoup de pays devenus indépendants, il n'y a pas eu de progrès de ce point de vue-là. Je pense que la
l'acquisition des Startup Act, ce qui n'est pas le monopole de la Mauritanie, beaucoup de pays l'ont adopté, c'est essayer de voir dans quelle mesure on arrive à formaliser ces économies, les faire rentrer dans l'assiette du PIB statistiquement contrôlé, leur permettre d'assister et de participer à l'assiette fiscale, ça veut dire payer un tant soit peu, mais surtout avoir l'opportunité d'être financé et d'être développé. Selon les autorités mauritaniennes, le projet de loi Startup Act Mauritanie devrait permettre de faciliter l'accès au financement et à l'investissement tant au niveau local qu'à l'échelle internationale pour les startups. Le projet de loi prévoit également plusieurs dispositions comme les conditions d'octroi du label Startups et structures d'appui, les avantages au régime douanier et fiscal, ainsi que d'autres mesures incitatives mises en place pour faciliter l'installation et le développement des startups. L'Afrique en a ras-le-bol de pouvoir être le consommateur ou la consommatrice des solutions qui viennent d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique stimule l'innovation sur son territoire. Des initiatives similaires ont d'ailleurs été adoptées dans plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie et la République démocratique du Congo, et ont généré un impact considérable sur le développement de leur économie. Ce journal est terminé, mais moi je vous rappelle les titres. La course pour décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer des nouvelles violations des droits humains, estime Amnesty International dans l'un de ses rapports. Cette ONG internationale fustige l'atteinte aux droits de l'homme dans l'activité minière industrielle. Et puis, vous les avez certainement vus, ces vidéos des prisonniers de l'affaire kidnapping à Kinshasa, citant des noms des autorités qui y seraient impliquées et sont encore libres. Les spécialistes de droit parlent de la défaillance des responsables pénitentiaires qui est à la base de ce fait de diffusion des vidéos à partir de cellules. Et puis à l'international, le bilan du séisme au Maroc ne cesse de s'alourdir, allant jusqu'à plus de 2500 décès. Les recherches sont actuellement accélérées par les secouristes. Le gouvernement du Rabat a accepté officiellement l'aide de 4 pays. C'en est totalement fini pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous. Le nouveau numéro de votre revue congolaise d'actualité économique spécialisée dans les mines, hydrocarbures et bois, Géopolis Magazine vient de paraître.